C'est un sujet délicat, on va pas se mentir. Gérer l'inaptitude d'un collaborateur, c'est probablement l'un des défis les plus complexes pour un manager. On reçoit un appel, en avis de la médecine du travail, et tout bascule. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. Comment on navigue dans cette zone grise entre la loi, la santé du salarié et puis l'humain, tout simplement. Voilà, la vie tombe sur le bureau et c'est exactement ça le sentiment. On se sent coincé, littéralement pris en étau. D'un côté, il y a le service qui doit continuer de tourner, les objectifs à atteindre. Et de l'autre, il y a une personne, un collègue, face à une situation humaine et juridique qui nous dépasse un peu. Et ce conflit, il est interne. La pression opérationnelle, elle nous crie à l'oreille. Mais comment on va faire? Comment le service va fonctionner si un tel ne peut plus faire la moitié de ses tâches? Et en même temps, il y a cette petite voix, mélange de peur juridique et d'empathie, qui chuchote. Est-ce que je dois licencier? C'est quoi mes obligations au juste? Et comment je gère ça humainement? C'est un vrai dilemme. Alors, pour y voir plus clair, on va commencer par déconstruire la plus grosse idée reçue, le mythe qui paralyse tout le monde et qui empêche de trouver de vraies solutions. Là voilà la fameuse question. L'équation qui semble tellement évidente pour beaucoup de monde. Un médecin déclare quelqu'un inapte à son poste, donc, la solution possible, c'est la fin du contrat, non? Eh bien, la réponse est un non catégorique. Penser que l'inaptitude mène automatiquement, inévitablement au licenciement, c'est une erreur fondamentale. C'est le réflexe le plus courant, c'est vrai, mais c'est aussi le plus dangereux, autant sur le plan légal que sur le plan humain. Mais pourquoi c'est une erreur au juste? Pour 3 raisons très claires. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'obligation de reclassement. La loi est formelle, on doit chercher activement une solution. Le licenciement, ça doit être l'ultime recours. Ensuite, c'est un gâchis monumental de compétences. Ce n'est pas parce qu'une personne a de nouvelles limitations qu'elle a subitement perdu toute son expérience sans savoir-faire. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, il y a l'impact sur le reste de l'équipe. La façon dont on traite un collègue fragilisé, ça envoie un message incroyablement puissant à tous les autres. En fait, la bonne approche, c'est de ne pas voir ça comme une fin, mais plutôt comme un défi créatif. Un défi de ce que l'on pourrait appeler la haute couture organisationnelle. L'idée, c'est de faire du sur-mesure, d'adapter le poste à la personne et non l'inverse. On sort du prêt-à-porter pour créer une solution unique. Bon, passons à la pratique. La toute première étape, concrète, c'est de bien comprendre le document qui est au cœur de tout, l'avis du médecin du travail. Il faut le décortiquer. Et là, attention, il faut vraiment lire les nuances. Tous les avis ne se valent pas. Une aptitude avec aménagement, ça veut dire que la personne reste à son poste, mais avec des ajustements, comme un bureau ergonomique ou des horaires adaptés. Une inaptitude au poste, ça veut dire qu'elle ne peut plus faire ce travail-là, mais peut-être un autre dans l'entreprise. Et enfin, il y a le cas le plus sévère, l'inaptitude à tout poste, qui est beaucoup plus rare. Chaque terme a des conséquences complètement différentes. Et le point crucial ici, c'est de ne surtout pas rester seul avec cet avis. Il faut absolument s'appuyer sur les RH, bien sûr, mais aussi, et ça on l'oublie souvent, ne pas hésiter à appeler le médecin du travail. On a le droit. Pour comprendre les contraintes, les limites, sans pour autant briser le secret médical. C'est un dialogue qui est absolument essentiel pour avancer. Voilà, une fois qu'on a bien compris le diagnostic, on peut passer à l'action. Il est temps de mettre en place une vraie stratégie constructive pour trouver une solution. Cette stratégie, on peut l'avoir en 3 temps. D'abord, une recherche qu'on appelle sincère de reclassement. Et le mot sincère est important. Ça veut dire regarder plus loin que le bout de son nez. Est-ce qu'on peut changer les horaires, déléguer certaines tâches, créer une mission un peu différente? Ensuite, il y a l'entretien de liaison. C'est un super outil pour garder le contact pendant l'arrêt et préparer le retour en douceur. Et enfin, il faut penser à la formation. C'est peut-être l'occasion de transformer une contrainte en une toute nouvelle compétence. Prenons un exemple, pour que ce soit plus parlant. Une collaboratrice revient après un long burn-out. L'erreur classique, ce serait de lui redonner immédiatement tous ses anciens dossiers, pour en quelque sorte tester sa résistance. C'est la pire chose à faire. La bonne méthode, lui confier une seule mission, bien précise, bien cadrée pour le premier mois. La protéger des interruptions, des urgences. L'objectif, c'est un retour progressif qui dure, pas une rechute brutale. C'est un investissement en fait. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de comment réagir à une situation. Mais la meilleure des gestions, c'est toujours celle qui anticipe. Alors voyons comment on peut rendre notre organisation plus résiliente face à ça. Alors, je vous propose un petit défi, un exercice de pensée à faire, là, tranquillement. L'idée, c'est de réaliser ce que j'appelle l'inventaire des postes adaptables au sein de son équipe, et de le faire avant même qu'un problème ne se présente. Et l'exercice est assez simple. Prenez un rôle clé dans votre équipe, un poste exigeant tenu par un expert. Maintenant, posez-vous la question. Si cette personne devenait inapte demain, quelles sont les tâches qui pourraient être automatisées,
Déléguer à quelqu'un d'autre? Ou réorganiser pour qu'elle puisse rester en capitalisant sur son expertise, mais sans les contraintes qui posent problème? Rien de faire cet exercice, ça prépare l'organisation à être plus souple. Au final, gérer l'inaptitude, c'est une véritable épreuve de vérité pour le management. C'est un défi, oui, mais c'est aussi une formidable opportunité. En anticipant la fragilité, on ne fait pas que protéger les individus. On rend toute l'organisation plus agile, plus humaine et au bout du compte, plus forte. Alors la question que je laisse en suspens, c'est celle-ci. Et si, finalement, accepter la fragilité était la clé pour construire une bien plus grande résilience?